Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Et si on pouvait tomber amoureux d'un robot ? À l'heure où ChatGPT nous apporte des réponses à toutes nos questions professionnelles, de plus en plus de gens l'utilisent aussi pour questionner leur quotidien personnel, lui poser des questions plus privées, voire carrément s'en servir comme d'un psy. Dans cet épisode de Face à l'IA de Trends Tendance, on va parler de robots émotionnels, voire érotiques, de dépendance aux algorithmes, de confidence à la machine et même de morts qui reviennent à la vie virtuellement. Pour en parler, je reçois Louis de Diesbach, éthicien de la technique, auteur de plusieurs livres, dont un chez Mardaga qui s'appelle Bonjour ChatGPT et qui nous interroge sur notre relation à l'intelligence artificielle et à nous-mêmes. Louis, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, une petite question qui peut paraître fun, mais au fait, si l'intelligence artificielle était une personne, est-ce qu'elle serait plutôt du type ange ou démon ? Alors c'est une bonne question. Moi en fait quand tu dis ça, j'ai tout de suite, tu sais, en tête, genre comme dans Tintin, etc., où tu as le petit ange sur une épaule et le petit démon sur l'autre épaule. Et en fait je pense que l'IA va venir amplifier la voix de celui qui parle le plus fort entre les deux. D'accord. Donc je pense que si jamais les gens ont tendance à être plutôt anges, avec l'IA ils vont être des sur-anges. Et si jamais ils ont tendance à être plutôt démons, ça va être des sur-démons. Et donc je pense que c'est important de rappeler que justement l'IA c'est ni ange ni démon, ou alors c'est peut-être et ange et démon. D'accord. Mais que en tout cas en fait ça va aussi dépendre de qu'est-ce qu'on va décider d'en faire. C'est ça. Chez toi, l'IA, elle est plutôt ange ou elle est plutôt démon alors ? Alors c'est une très bonne question. Tu sais, on me demande souvent, vous parlez beaucoup de l'intelligence artificielle, etc. Vous l'utilisez beaucoup. Moi, dans ma vie perso, pas beaucoup. Dans la vie pro, énormément. Et je suis un grand partisan de l'IA, notamment de l'IA générative dans le monde professionnel. Mais dans le côté perso, en fait, je dirais ni ange ni démon, ni même tellement existante, parce que en fait, je m'en sers pas tant que ça d'un point de vue perso. On en reparlera certainement. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Ok. Alors évidemment la question elle peut paraître anodine comme ça, mais en réalité l'idée c'est de s'interroger sur ce côté deux faces de l'intelligence artificielle. Alors on le sait, nous on est relativement informés, les médias en parlent beaucoup. Alors on parle beaucoup de tous les gains de productivité, donc qui peuvent paraître positifs dans le monde de l'entreprise. Après il y a tous les biais, il y a toutes les hallucinations, il y a l'impact écologique et tout ce que ça peut, tout ce qui est cybercriminalité aussi. Est-ce que pour toi, est-ce que ces deux faces, c'est très clair pour les gens. Est-ce que le public a cette conscience-là ? Non, malheureusement pas. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, on est trop nourri d'informations. Tu sais, même moi, je peux imaginer que tu as un peu le même sentiment. On est censé suivre cette actualité quand même d'assez proche, et ça change tous les jours, tout le temps. Il y a des nouvelles informations. Donc, je peux imaginer que pour des gens qui sont censés suivre ça d'un petit peu plus loin, ce soit difficile, et à un tel point difficile que même les gens potentiellement se ferment un peu en disant en fait j'ai même plus envie d'en entendre parler. Moi parfois je dis en rigolant, je suis surpris que je sois encore invité sur des plateaux, je suis surpris d'être invité ici à ton micro en me disant mais est-ce que les gens n'en ont pas marre ? Alors je pense qu'il faut pas en avoir marre, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent et que c'est important de rester au courant, de s'éduquer pour savoir justement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, comment est-ce qu'on doit faire les choses pour qu'elles soient bien faites. Je pense que c'est hyper important, mais c'est hyper compliqué de pouvoir former chacun et chacune. Moi, je pense en tout cas que c'est une responsabilité de la part des entreprises, notamment qui déploient l'intelligence artificielle, de former celles et ceux qui vont l'utiliser. Soit dit en passant, c'est aussi obligatoire dans l'AI Act d'accompagner justement celles et ceux qui vont utiliser l'IA. Mais je pense que voilà, il y en a partout, il faut s'interroger pour un petit peu savoir ce qu'il en est. Alors pas parce qu'on va être dépassé, mais plutôt de se dire en fait c'est quand même un gros phénomène qui est en train de se passer. Surtout que tu dis on pourrait en avoir marre, on n'a peut-être plus trop envie d'entendre parler, etc. En même temps, on l'utilise tous les jours. En tout cas beaucoup de gens l'utilisent tous les jours. Quelle est pour toi la présence de l'IA dans nos vies quotidiennes, parce qu'au niveau boulot, alors ça on le sait, après c'est une autre thématique, mais dans la vie quotidienne, tu dis toi tu l'utilises pas trop, mais quand même on note quand même de plus en plus de gens ont un usage. Tout à fait. Alors il faut revenir déjà aussi sur qu'est-ce qu'on entend par IA. L'intelligence artificielle, donc c'est un terme qui naît en 1955, et donc c'est pas forcément tellement neuf. Nous on est au courant avec ChatGPT, ça fait un énorme boom avec l'IA dite générative, depuis en gros novembre 2022 quand ChatGPT est sorti, mais l'IA ça existe depuis hyper longtemps. Si jamais vous prenez votre téléphone et vous sortez Google Maps ou Waze pour aller d'un point A à un point B, c'est de l'IA. Vous prenez une photo, c'est de l'IA. Donc moi j'utilise l'IA. Oui, je veux dire, évidemment l'IA générative telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui pose toutes les questions que ça pose, parce qu'on génère des contenus, on apporte des réponses,
réponses. Aujourd'hui, tu vois, les derniers chiffres d'OpenAI, donc la société qui est derrière ChatGPT, ils font état de 700 millions d'utilisateurs chaque semaine. C'est quand même énorme, surtout si tu compares aussi aux personnes qui ont accès à Internet, etc. Et ça, c'est que ChatGPT. Bien sûr. Donc on parle même pas de Mistral, de DeepSeek en Chine, de XAI, l'IA de Elon Musk, etc. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour énormément de choses. Et c'est ça le truc, c'est que comme c'est une IA dite vraiment... comme je veux dire généraliste, qui peut faire énormément de choses. On n'a pas tous et toutes les mêmes usages. On va l'utiliser pour faire plein de trucs. Il y a des gens qui vont l'utiliser pour écrire un discours parce que c'est un truc sur lequel ils galèrent. Ils disent ok, je vais avoir besoin d'un coup de main. Il y a des gens qui l'utilisent pour faire des recettes de cuisine. Il y a des gens qui l'utilisent comme on disait en intro. Il y a des gens qui l'utilisent comme psy. Il y a des gens qui l'utilisent comme petit copain, petite copine parce qu'ils se sentent un peu seuls. Il y a plein d'usages différents. Et un peu comme souvent, en fait, il y a des usages qui sont plutôt cool et des usages qui sont pas tellement cool. Et qu'est-ce qui t'inquiète le plus justement dans toute cette évolution ? Je parle plutôt ici, on va parler dans ce podcast plutôt de l'aspect privé, l'aspect personnel qu'on peut avoir avec une IA. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus ? Alors moi, contrairement à beaucoup de gens, le scénario type Terminator, l'IA va s'indépendantiser et prendre le pouvoir et tous nous tuer, etc., j'y crois pas beaucoup. Il y a toute une branche de chercheurs, notamment Yann Lequin, donc Facebook. Exactement, le chief scientist chez Meta, donc Facebook, qui est quand même, il est récipiendaire en gros de l'équivalent du prix Nobel en informatique, donc c'est pas le dernier des abrutis, mais plutôt un mec très très malin. Et vraiment, voilà, lui il dit le truc Terminator, j'y crois pas du tout. Moi en revanche, ce qui me fait beaucoup plus flipper, c'est une sorte d'hyper-personnalisation. Et donc on aurait une IA qui serait tellement faite sur mesure, qui nous irait tellement bien, qui ferait tellement tout comme on veut, qu'en fait on n'aurait même plus envie d'aller voir ailleurs. Et il y a un film qui a plutôt bien mis ça en image, c'est le film d'animation Wall-E, dans lequel le petit robot va en gros dans une fusée où tous les êtres humains sont là sur une sorte de grosse chaise roulante entourée d'écrans et ils sortent jamais de leur chaise. Ils ont complètement oublié l'existence d'autres êtres humains à bord de ce vaisseau. Ils sont juste baffrés de soda et de divertissement en longueur de journée. Ils sont devenus complètement obèses dans leur chaise et en fait ils ont oublié ce qui est pour moi une des bases, je dirais, de la métaphysique humaine, de pourquoi est-ce qu'on est des êtres humains, c'est la relation à autrui. C'est ça. Donc tu parles d'hyper-personnalisation. Au fait, c'est vrai, on a tendance à donner un nom à un robot. Donc ton livre Bonjour ChatGPT va un peu dans ce questionnement-là. C'est pourquoi est-ce qu'on lui donne cette humanité quelque part alors que on sait que c'est un robot. Moi, je t'avoue que, je te le disais en intro, j'ai donné un nom à mon aspirateur robot et à ma tondeuse. Tout à fait. Alors, il y a un terme pour ça, ça s'appelle l'anthropomorphisme ou l'anthropomorphisation, qui est donc le fait de mettre sur des choses non humaines des traits humains. De nouveau, ça c'est pas neuf, c'est pas propre à l'IA. Tu sais, non, bien sûr. T'as peut-être en tout cas, tu sais, quand j'ai appris à conduire, on était encore tous en manuel et que t'étais en montée, tu vois, et t'as un moment, allez, vas-y, Titine, vas-y, ça va aller. Il n'y a aucune voiture qui s'est dit je vais mieux rouler parce que Louis m'a encouragé très gentiment. Mais c'est de l'anthropomorphisme. Tu te dis que si jamais tu l'encourages comme tu encourages un humain, la voiture va faire mieux. En fait, on a les mêmes réflexions avec énormément de machines. Ouais. Mais ça pose plus de problème avec une IA générative. Ça pose plus de problème parce que c'est plus facile d'oublier que c'est une machine. En gros, pour la faire très simple, les études montrent que les gens n'oublient pas, que si à un moment tu tapes sur l'épaule de quelqu'un, et Christophe, tu es quand même bien conscient que tu parles avec une IA, les gens vont dire, bah oui, évidemment, je sais bien que c'est une IA et que c'est pas vraiment une personne. Néanmoins, les gens ont envie d'oublier. Tu vois, les gens ont envie de se perdre un peu dans ces discussions. Il y a des gens qui passent des heures et des heures à discuter avec ChatGPT ou des équivalents comme Character.ai ou Replica, etc., qui ont envie de se perdre. Et moi, d'un point de vue sociétal, ça m'intéresse énormément. Et ça t'intéresse ou ça t'inquiète ? Ça m'intéresse parce que ça m'inquiète, et ça m'inquiète. Plus je m'y intéresse, plus ça m'inquiète. Donc, et pourquoi ? Parce que quelque part, c'est une dérive. Tu veux dire que quelque part, on se déshumanise en donnant justement de l'humanité à une machine, on se déshumanise, on coupe le lien, social, ou bien ça s'ajoute ? Alors, je ne pense pas qu'on se déshumanise parce qu'on donne un caractère humain à une machine, voire même ce serait presque l'inverse. Non, mais parce qu'on parle avec la machine, on passe son temps avec elle. Exactement. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Tu vois, c'est que on perde la richesse et la force de la relation humaine. La relation humaine, c'est pas facile. On le sait tous et toutes, les relations, parfois c'est pénible, c'est compliqué, les gens sont difficiles, ils sont difficiles à lire, parfois ils sont fatigués, parfois ils sont malades, parfois ils sont pas disponibles, etc. Ce que ton IA n'aura jamais. Ton IA, elle est toujours disponible, elle est jamais malade, et voire même, et ça a été montré dans pas mal d'études, ton IA, elle te dira toujours que tu as raison. T'es toujours malin, toutes tes idées sont brillantes. Oh, c'est une super idée, Louis, vraiment, merci d'être venu avec ça, etc. Donc, vraiment, c'est même parfois assez peu utile d'avoir quelqu'un qui te dit à ce point-là que t'as raison. Un petit ego boost de temps en temps, d'accord, mais sinon, voilà. Mais donc, en fait, si jamais t'as une IA qui te dit tout le temps que t'as raison, que t'es super, que t'es beau, que t'es intelligent, etc., pourquoi est-ce que t'auras envie d'aller te confronter au monde réel où les gens peuvent être
comme je disais, pas disponible, parfois cruel, parfois pas sympa. Alors que moi, je pense que tu vois, les frictions, c'est la base un peu des relations, c'est la base de notre expérience humaine. Et moi, j'ai peur qu'on parte de ça et que donc finalement, d'un certain côté, on se déshumanise parce qu'on va perdre ce qui fait la richesse de notre humanité. C'est ça. On le voit, alors, des steps plus loin, c'est aussi tomber amoureux de son algorithme. On a vu déjà quelques histoires, il y a des films, Her, etc., qui sont sur ces thématiques-là. Alors, c'est de la science-fiction, c'est réel, et si c'est réel, est-ce que c'est anecdotique ou il y a vraiment, quelque part, un véritable lien émotionnel qui peut se créer avec un algorithme? Alors moi, tu parlais de ce film Her, qui est sorti en 2013, réalisé par Spike Jonze avec Joaquin Phoenix notamment et Scarlett Johansson. C'est un très bon film, donc pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous l'avez pas vu, vraiment, c'est pas du temps perdu. Dans lequel, en gros, un homme tombe amoureux d'une IA. Et ce qui est fou, c'est que le film sort en 2013 et c'est un succès à sa sortie et tout le monde dit « Oh, merci, c'est exactement... Ça nous montre ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et il nous aura fallu 10 ans pour faire exactement ça. Donc aujourd'hui, non, c'est plus du tout de la science-fiction. Des choses comme ça existe. Et il y a des personnes, principalement des hommes, qui organisent des mariages entre eux et leur IA. Donc tu as aussi une vision extrêmement masculiniste du truc, tu vois, c'est une IA, elle est toujours disponible, elle te dit toujours que tu as raison, elle est dans la cuisine si tu as envie qu'elle soit dans la cuisine, enfin tu vois, donc voilà, c'est pas une vision... Enfin, elle te cuisine rien quand même. Pas encore, effectivement. C'est pas encore une vision, je trouve, très sympa du couple, tu vois, et de l'image de l'amour, peut-être dans son sens un peu romantique, je le reconnais un peu vieux jeu, mais donc ça, c'est plus du tout de la fiction. Il y a des gens qui vraiment s'enferment et ne font que discuter avec des IA, et on a eu le cas en Belgique, je crois, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, avec des gens, alors c'était pas de l'amour, mais qui, à force de discuter tellement avec l'IA, en sont venus même à mettre fin à leur jour parce que l'IA leur disait mais écoute, je vois que t'es pas bien, écoute, rejoins-moi, tout ira bien, etc. Rejoins-moi, genre t'imagines un peu le délire, etc. Mais donc ça, c'est pas de la science-fiction. Alors après, on n'est pas non plus sur ça touche 25% de la société. Heureusement. Néanmoins, c'est un phénomène qui existe de plus en plus et aujourd'hui, je vois aucun frein à ce phénomène. Tu vois, à part l'éducation dont on parlait au début, il y a peu de gens qui disent « Ah non, ça va pas du tout, etc. » ou pas assez de régulation dans ce sens-là. Donc il commence à y avoir petit à petit des choses, notamment la Californie vient mettre en place que les mineurs n'avaient pas le droit d'échanger maintenant avec des IA dites émotionnelles, ce que je trouve une très bonne chose. Mais voilà, on peut se poser énormément de questions de qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ce phénomène qui était inexistant il y a 10 ans, qui est aujourd'hui existant, ne devienne pas majoritaire. C'est ça. Mais quelque part, c'est un reflet d'une société un peu malade. Tout à fait. Et c'est pour ça, tu vois, que je disais que l'IA, elle est à la fois ange et à la fois démon. C'est que finalement, l'IA, elle n'a pas décidé d'être méchante. C'est aussi des gens qui l'ont construite et c'est une société qui l'a adoptée. Et ce que tu dis, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Où est-ce qu'on a merdé? Où est-ce qu'on s'est planté pour qu'on se dise que finalement, échanger avec une IA, c'était mieux que d'échanger avec des vraies personnes? Et moi, c'est vraiment la question qui m'intéresse énormément par rapport à l'IA et notre adoption qu'on peut avoir. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en fait, on se dise que ça, c'est mieux? Tu sais, je peux prendre un bête exemple, notamment... il y a beaucoup de gens qui disent bah tiens, on pourrait avoir des IA pour remplacer des profs, tu vois. Et voilà, de toute façon les IA viennent et comme ça elles pourront s'adapter à chaque enfant, tu vois, chaque enfant pourra poser exactement sa question et l'IA pourra répondre. Je pense que tu vas te dire ça, d'une part c'est mal comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le métier d'un prof. Je sais pas en tout cas ce qui te concerne, mais moi les profs qui m'ont le plus marqué, c'est pas juste des profs qui m'ont balancé du savoir ou qui ont juste répondu à mes questions, c'est des gens qui étaient vraiment présents, qui ont plus cette notion d'accompagnement. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, il y a aussi des gens qui disent ah mais ce serait bien d'avoir des IA profs parce qu'en fait on manque de profs. Donc ça c'est un peu genre une sorte de, j'aime bien l'expression, c'est un pansement bariolé sur une plaie ouverte. Genre on galère à recruter des profs, on galère à revaloriser le métier d'enseignant qui est un métier tellement capital et tout le monde est d'accord là-dessus. Et comme on a du mal, on se dit bah en fait on va faire des IA. Parce qu'en fait la vraie question, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on s'attelle vraiment à la pénurie de profs, à la revalorisation, c'est compliqué comme question. C'est pas une question technique. Et en fait finalement c'est plus facile de développer un super algo que de vraiment s'attaquer à un vrai problème de société. Et en même temps, si je prends le contre-exemple, si on part sur ces gens qui utilisent ChatGPT pour vraiment jouer le rôle de psy, donc vraiment de manière intensive, est-ce que c'est problématique ? C'est-à-dire qu'en gros, il y a dans beaucoup de cas, alors évidemment des cas très aigus, et ok, je conseille effectivement d'aller voir un psy, mais il y a beaucoup de cas où tu te poses une question plus relationnelle, sur ce que fait ton enfant, sur comment tu dois réagir sur certains points. Je veux dire des petits conseils comme ça qui paraissent peut-être anodins au quotidien. Tu n'irais pas voir une psy pour ce genre de choses-là, pour certaines questions de ta relation avec ton amoureuse, avec tes enfants, avec ta famille. Donc t'as quand même aussi une aide. Ouais, tout à fait. Alors, tu vois, c'est pour ça, ni ange ni démon. Tu vois, j'ai pas envie de dire toutes les personnes qui font ça, c'est des imbéciles, ils devraient pas du tout. Non, je pense pas. En revanche, essayons de réfléchir de façon un peu spéciale en disant, tiens, mais quand il y avait pas l'IA, qu'est-ce qu'on faisait ?
Pour les conseils amoureux, on demandait à nos potes. Pour peut-être les conseils pour les enfants, on allait voir un pédiatre ou on allait demander à la crèche ou à l'école. Tiens, qu'est-ce que vous ou pas, devriez parce faire, que etc. ça, c'est souvent sur des trucs. Enfin, en général, quand tu vas chez le médecin, c'est vraiment que tu as un truc. Tu vois, c'est pas genre j'ai un petit truc. Ouais, mais même, tu vois, t'envoyer un email à ton médecin ou tu l'appelais en me disant, écoutez, il y a tel truc, sans forcément prendre rendez-vous. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on est quand même rentré dans un truc où, comme il est possible d'avoir réponse à tout, c'est devenu obligatoire d'avoir réponse à tout. Aujourd'hui, tu ne peux plus ne pas savoir. D'accord. Dire je ne sais plus, c'est plus devenu une réponse ok, parce que tu as Google, tu as ChatGPT, etc. À quel moment tu peux ne pas savoir quelque chose? Ça, je trouve que ça en dit long aussi sur notre société. Tu vois, alors qu'en fait, ne pas savoir, c'est ok. Tu vois. Moi, je pense même d'ailleurs que notre débat public se porterait beaucoup mieux si les gens de temps en temps disent ça, je ne sais pas. Tu vois. Donc, il y a quand même toute une question un peu autour de ça. Néanmoins, parfois, tu as envie de savoir, les gens ne sont pas dispo et tu te diriges vers les outils que tu as. Et donc, c'est un peu, tu vois, de nouveau, c'est toute cette question un peu sociétale, c'est de se dire, est-ce que c'est ok que certaines personnes n'aient que ces outils-là, qu'est-ce que ça va poser comme question, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et puis après, on a parlé d'éducation. Je pense que c'est de nouveau la clé. L'IA, elle sait beaucoup de choses. Elle est entraînée sur énormément de données, etc., etc. En revanche, si jamais tu te dis que l'IA a toujours raison, c'est quand même risqué. Les dernières études montrent que tu vois, les IA utilisées comme moteur de recherche, donc style Perplexity ou même ChatGPT, etc., se trompent sur les questions factuelles entre 30 et 40% du temps. C'est beaucoup, 30 et 40% du temps. Surtout si, malheureusement, à la fin, c'est potentiellement la vie de ton enfant qui est en jeu. Alors, de nouveau, les médecins aussi se trompent, tu vois. L'erreur est humaine, c'est un truc qu'on dit souvent. Est-ce que l'erreur est artificielle? Bref, ça, c'est un autre débat. Mais, donc, il y a effectivement toutes ces questions. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on nous présente vraiment l'IA comme une sorte d'outil magique qui aurait réponse à tout, qui pourrait tout faire. En fait, je suis pas si sûr. Et peut-être le dernier point sur la question très spécifique, vraiment de la psychologie, c'est aussi de se rendre compte que, dans une démarche psy, un des gros aspects là-dessus, et moi j'ai fait 50 thérapies, je suis très ouvert d'en parler, c'est le premier truc, c'est un moment de dire, en fait, je vais aller en parler et je vais aller me mettre face à un autre être humain et lui dire droit dans les yeux que, en fait, j'ai besoin d'aide. Ça fait partie du process de dire, en fait, c'est pas évident. En fait, si tu fais ça avec une machine, il se passe pas ça. Et c'est aussi de se rendre compte que utiliser ChatGPT comme un psy ou utiliser un être humain comme un psy, c'est pas la même chose. Il se passe quelque chose avec l'être humain. En plus, après, tu peux te dire que tu en as besoin, tu peux te dire que tu n'en as pas besoin, tu peux te dire que tu en as envie, tu peux te dire que tu n'en as pas envie. On peut en parler, et je pense que de toute façon, il n'y a pas assez d'études qui sont vraiment plongées à fond là-dedans. Mais je ne voudrais pas que les gens pensent que, en fait, parler avec un psy, c'est juste déblatérer des trucs. Sinon, en fait, tu sais quoi, tu vas dans la forêt, tu parles avec un arbre, et puis super, tu as été voir ton psy. C'est pas ça. Il y a quelque chose qui se passe. Enfin, l'arbre ne te répond pas, ChatGPT te répond. ChatGPT te répond. Une lourde différence. C'est vrai. Non, tout à fait. Mais est-ce que c'est, quelque part, tu dirais que c'est dangereux? Tu dirais qu'un humain qui va demander conseil psychologique, conseil sentimental à une IA, ça a un aspect quand même un peu dangereux ou pas? Oui et non. Oui et non, c'est pas une réponse. Hein. Ouais, c'est pour ça que je développe. Non, c'est pas dangereux, donc je pense pas que tu vas mourir de ça. Enfin, Okay, tu vois, non, mais psychologiquement, je veux dire, tu peux... Et je pense que globalement, il y a même des gens que ça pourrait aider sur du court terme. Tu vois, je pense que mais je pense que sur du long terme, c'est pas une solution. Et je pense que pour notre société, dans son ensemble, ça, c'est plus dangereux. Tu sais, c'est comme les gens, tu dis, tu vas pas bien et donc tu vas boire un verre d'alcool. Est-ce que c'est dangereux? Non, en fait, c'est pas grave. Tu dis, mais tu prends un verre, voilà. Est-ce que ça va faire de toi un alcoolique? Mais c'est quoi le danger? Est-ce que tu peux tomber dans l'alcool? Si à un moment donné, je me prends à utiliser un GPT pour psy, c'est quoi le danger? Parce qu'on peut se dire aussi, je joue expressément le contre-argument, mais ChatGPT a accès, on le dit, à plus ou moins toute l'info du monde. Avec ça fait vrai ça, mais... Enfin, grosso modo, en tout cas, avec beaucoup d'infos, certainement plus que n'importe quel psy, tu vois. Donc, tu peux avoir cette impression que malgré tout, c'est une solution qui est fine. Oui, mais tu l'as bien dit, tu peux avoir l'impression que c'est une solution qui est fine. Mais moi, je pense qu'elle n'est pas fine du tout, dans le sens où il se passe davantage de choses quand tu échanges avec un psy que juste de... Oui, le danger, le vrai danger, c'est quoi? C'est que psychologiquement, tu pars en vrille. Moi, je pense que c'est l'isolation totale et le fait que en fait, tu te rendes compte petit à petit que échanger avec des machines, c'est tellement plus confortable. Tu prends aucun risque, etc. Et qu'en fait, tu ne sois plus capable d'affronter une sorte de ta propre vulnérabilité. Alors qu'en fait, moi je pense, mais c'est un avis philosophique et très personnel, et les gens peuvent ne pas être d'accord, mais je pense que la vie c'est aussi ça. Je pense que la vie c'est accepter ses vulnérabilités, c'est aller se confronter à certaines personnes. C'est peut-être même qu'on peut avoir maintenant, tu vas ne pas être d'accord, et pourtant ne pas dire « Oh là là, il m'ennuie, je vais arrêter, je vais plutôt aller discuter avec ChatGPT qui va me dire que j'ai toujours raison ». En fait, je pense que la vie c'est pas ça. C'est ça. Et ça paraît paradoxal parce que cet isolement, justement, on peut imaginer que des gens qui sont isolés vont quelque part trouver une écoute. Alors, ça vaut ce que ça vaut, je sais bien, mais à un outil qui va lui répondre.
sans ça, c'est son chat, c'est son arbre, c'est son poisson rouge. Mais de nouveau, t'as pas la réponse. Sociétalement, qu'est-ce qui se passe à quel moment on s'est planté en tant que société? C'est pour ça, pour moi, c'est important de ne pas rejeter la faute sur les gens qui parlent avec des IA. Tu vois, je veux dire, peut-être qu'ils préféraient parler avec des êtres humains, mais que la société leur a pas permis, ou qu'il y a un moment où en tant que société, on s'est planté et on a laissé tomber ces gens-là. Et comme on les a laissés tomber, en fait, ils se sont retournés vers des robots. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en tant que société pour que ces gens-là se disent, aujourd'hui, de toutes les solutions qui s'offrent à moi, la meilleure, c'est de parler avec un robot. Et c'est un débat compliqué. Oui, c'est ça. Sur lequel on n'a pas une solution et qui n'est pas nouveau non plus. Je pense juste que maintenant, elle prend une mesure qui est quand même beaucoup plus importante parce que c'est plus facile de s'isoler avec la technique. Même avant, il fallait quand même que tu sortes de chez toi pour aller travailler. Maintenant, en fait, tu peux travailler en restant chez toi. Tu vois, tu as plus de télétravail. Je pense qu'il n'a jamais été aussi facile de se couper du monde qu'aujourd'hui. Ouais. C'est ce qui est dingue. Enfin, je trouve ça quelque part dingue, alors que l'outil Internet, il y a déjà quelques années, et toutes ces technologies sont là pour nous connecter au monde, quelque part. Se connecter, on dit bien, on se connecte. Exactement, l'objectif c'était de nous connecter, et en fait le truc c'est qu'à force de nous connecter à tout le monde, en fait, est-ce que tu ne deviens pas un peu connecté à personne? Tu sais, c'est comme ce truc, quand tu expliques que sur Facebook tu as 8000 amis. Bah, en fait, de ces 8000 amis, tu n'as pas d'amis. Tu vois, en fait, c'est qui sont les personnes sur qui tu peux compter quand ça devient difficile. Et est-ce que tu peux compter sur ChatGPT quand c'est difficile? Je pense pas. Je pense que tu vois la question de je peux compter sur toi, tu peux pas compter sur ChatGPT. Il sera présent, mais il sera présent, ça reste que du code. C'est ça, ouais. Le rôle des plateformes, justement, par rapport à tout ça, le rôle et la responsabilité d'un OpenAI, par exemple. Tu vois, ils ont réouvert là, tout ce qui est discussion érotique, par exemple. Tout à fait. Là, on est vraiment au cœur du truc. C'est-à-dire que quelque part, on l'encourage, on le permet, c'est une responsabilité là. Les plateformes se comportent exactement comme on pourrait s'y attendre dans le cadre régulatoire qui leur est donné. Tu vois. C'est-à-dire en fait, ça reste des boîtes néolibérales et ultra-capitalistes qui veulent faire de la thune. Okay, et donc, j'ai pas de problème parce que les gens fassent de la thune. Après, la question c'est comment. Et comme ils sont pas du tout encadrés, grosso modo, tous les moyens sont bons. Et ça, je pense que c'est un problème. Tu vois, et ça, je pense que c'est clairement un souci. Typiquement, tu vois, il devrait y avoir beaucoup plus d'accompagnement sur les gens qui commencent à discuter de problèmes psy avec ChatGPT. Il y a un moment où il faudrait qu'il y ait genre une alerte ou qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour rediriger et pour pouvoir mieux accompagner ces personnes-là. Tout ça, c'est une première chose. Après, tu sais, dans l'IA, il y a toute la question de l'usage, on en a pas mal parlé, puis aussi la question de la production. Tu vois, toutes les plateformes aujourd'hui, elles créent de l'IA avec des désastres environnementaux, sociaux et sociétaux absolument gigantesques, du pillage de données comme on a rarement vu. Tout ça, en fait, c'est pas du tout OK, tu vois. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment des questions dont il faut aussi s'emparer. Si aujourd'hui, OpenAI est capable de faire une super technologie, c'est notamment grâce au travail, soit pas du tout, soit extrêmement peu rémunéré, parce que d'autres individus, ou même la planète, a été outrageusement exploitée. C'est ça. Donc, quelque part, grosse responsabilité, évidemment, par rapport à ça. Non, mais je parle sur l'aspect relationnel, je veux dire, comme je le disais, permettre ces discussions érotiques sur ChatGPT, c'est quand même aussi, c'est pas anecdotique, quoi. Ah non, bien sûr que non, mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Mais c'est parce que ça va rapporter plein de thunes. Tu sais, il suffit de regarder, sur Internet, quel pourcentage du trafic est monopolisé par le X et le porno, etc. Il est gigantesque. Et donc, en fait, il y a un énorme business model, et ils sont en train de se rendre compte que des applications... Qui cherchent encore, Replica ou Character AI, voire même Grok, l'IA d'Elon Musk, sont en train d'accaparer tout ce flux de gens qui veulent, en gros, faire du sexe avec des IA. Ils sont en train de se dire, en fait, c'est beaucoup d'argent qu'on va perdre. Non, en fait, on va les ramener chez nous, et on va... Voilà. Et quel est le... Moi, j'ai trouvé ça, de nouveau, d'un point de vue marketing et storytelling, c'était brillant, mais terrible. La catchphrase de Sam Altman, au moment où ils ont dit qu'ils allaient autoriser ça, c'était à partir de maintenant, on va traiter les adultes comme des adultes, et donc on va leur permettre de faire ce qu'ils veulent. En fait, je pense pas que ce soit exactement ça, de traiter les adultes comme des adultes. Moi, j'aimerais bien qu'ils traitent les personnes comme des personnes, avec la dignité qui leur est propre, et de pouvoir leur offrir effectivement autre chose que juste « Ah, vous faites ce que vous voulez ». C'est ça, ouais. Donc, quelque part, c'est encore une fois, on en revient au point de qu'est-ce que ça dit de notre société? Tout à fait. Parce que c'est toujours la même question, c'est de se dire, ok, mais by the way, si certains ont besoin de ça, si certains ont envie de ça, plutôt que rien, ou plutôt qu'autre chose, tu vois, c'est quelque part... aujourd'hui, au moment où on enregistre, l'Assemblée Générale de Tesla vient de valider le plan à 1000 milliards de dollars de rémunération pour Elon Musk. Qu'est-ce que ça dit de notre société quand, à un moment, un individu peut avoir 1000 milliards de dollars de richesse? Même le pape, qui généralement je pense n'est pas tellement impliqué là-dedans, a dit qu'il y avait un problème. Donc effectivement, qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit de notre société quant à ça?
Et à côté de ça, en fait, il y a des gens qui crèvent de faim et les inégalités aux États-Unis notamment n'ont jamais été aussi fortes. Ou pas depuis longtemps plutôt. Ça, je pense que c'est de vraies questions. Ouais. On parle évidemment d'IA, d'intimité, etc. Il y a aussi la question, alors c'est aussi de l'ordre de l'intime, mais les deadbots, c'est-à-dire ces IA qui simulent quelque part une personne décédée. C'est un courant qu'on entend quand même de plus en plus. Ouais. Donc, pour expliquer en gros, pour ceux qui écoutent, c'est l'idée de dire sur base d'éléments que j'ai d'une personne décédée, photos, texte, enregistrement, etc. Tu peux quelque part cloner virtuellement cette personne. Alors j'imagine. Pour faire simple, une intelligence artificielle, ça fonctionne avec beaucoup de données. Ouais. Et donc si jamais tu as beaucoup de données sur un individu, tu peux demander à l'intelligence artificielle de se comporter comme cet individu. Plus ou moins comme. Enfin, ouais. Exactement. Ouais. Et donc c'est effectivement ce que vendent certaines boîtes, notamment Replica et Character AI, qui te disent oui, si jamais vous nous donnez toutes les infos de votre grand-oncle, de votre grand-mère, de votre époux, de votre épouse, etc., en fait, on pourrait, entre guillemets, ramener à la vie. C'est ça. Et vous pourriez continuer à échanger avec. Et là, de nouveau, tu vois, il se pose vraiment la question, moi, la question que j'ai envie qu'on se pose en tant que société, c'est pourquoi on fait ça ? Tu vois, à quel moment on s'est planté pour qu'on se dise que quand quelqu'un est mort, on veut absolument garder cette personne en vie et continuer à parler, continuer à échanger, alors qu'en fait, la personne n'est pas vraiment là. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Mais c'est humain, enfin, je veux dire, c'est quelque part, c'est essayer de... C'est une quête quelque part d'immortalité. Ouais, mais c'est quid de l'immortalité. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Littéralement, c'est bien un truc qui est commun à tout le monde depuis la nuit des temps, c'est qu'on va tous mourir. Bien sûr. Ça, c'est le truc avec lequel je suis pas certain de tout, mais ça, je suis à peu près sûr. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il faut que... Tu sais, je revenais sur moi ce que je trouve intrinsèque à notre humanité, etc., qui est la relation humaine. Je pense que notre finitude, on parlait de vulnérabilité tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir embrasser, avec lequel on doit être OK pour, je pense, vivre la vie pleinement. Et je pense que c'est quelque chose avec... Ça, je l'entends, mais je dirais grosso modo, enfin, ce qu'on n'est pas bien, mais tu es bien dans ta peau, etc. Pour quelqu'un qui vit ce deuil, qui est mal dans sa peau, etc., qui a quelque part cette possibilité qu'on lui offre, qu'on lui propose, le fait de se raccrocher à ça. Alors, c'est dangereux, c'est problématique, ou bien chacun fait ce qu'il veut. De nouveau, tu vois, c'est un peu les deux. C'est que donc, je conçois que effectivement la douleur puisse être énorme et que tu as envie de poursuivre. D'une part, moi, il y a un énorme narratif où on te vend ça comme étant c'est comme si la personne était là. Non, c'est pas comme si la personne était là. C'est pas la vraie personne et ça reste que du code. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, de nouveau, tu vas dire que je tourne un peu en boucle. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans notre société pour qu'on se dise, je veux absolument avoir ça. C'est-à-dire que les gens comme ça, ils sont mal entourés, ils sont mal encadrés, ils ont personne autour d'eux, etc. Ouais, si jamais ces gens sont dans des situations comme ça, bien sûr qu'ils vont aller vers des deadbots. Mais c'est terrible d'en arriver là. Et pour ça que moi je dis, les questions techniques, en fait, souvent, elles sont pas techniques. Tu vois, c'est pas de savoir est-ce qu'il est possible de créer un deadbot. Oui, bien sûr. On dit souvent grosso modo, tout est possible techniquement, c'est souvent juste une question d'argent. Tu vois. Donc, mais est-ce que c'est souhaitable et est-ce qu'on a envie de ça ? Et tu sais, tu dis un peu, mais si jamais les gens sont bien avec ça. Moi, je pense que être bien, potentiellement, en fait, c'est pas le but ultime de la vie. Je pense que être bien, ce côté un peu béat, bien heureux, je pense que si jamais c'était le but ultime de la vie, on serait tous en intraveineuse de morphine H24, on serait tous juste bien, tu vois, un petit peu comme il y a cette scène dans le film Inception notamment où les gens en fait sont tellement tristes qu'ils décident de plutôt vivre dans les rêves plutôt que de vivre dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que justement la réalité a l'air d'être tellement compliquée qu'on a envie de s'échapper dans certains rêves ou dans un rêve de présence d'une personne qui est décédée ? Ça, je pense que c'est une question dont on doit s'emparer, qui est hyper importante pour l'avenir de nos sociétés et qu'on essaie de cacher en disant mais vous en faites pas, un tel est décédé mais on vous le ramène à la vie. C'est ça. Mais comme pour tout, ce sont des sujets, et à peu près tous les sujets dont on a parlé, ce sont des sujets que sociétalement on n'adresse pas. En gros, on ne discute pas de ça. La technologie avance, donc on prépare, on peut le faire, etc. Finalement, des gens l'adoptent et ainsi de suite. Et finalement, ça rentre quelque part dans les mœurs. Et est-ce que dans 10 ans, on trouvera ça totalement normal, comme on trouve ça totalement normal, ou quasi normal aujourd'hui, de prendre des photos avec ses lunettes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment donné, tout ça devient un peu la norme sans qu'on se soit posé de questions là-dessus. Ouais, mais c'est ouais, non, mais est-ce que tu imagines que est-ce que ce sont des questions qu'on va adresser ? Est-ce que tu imagines que dans 10 ans, on aura tous le clone de notre papa décédé et on aura une IA dans la poche qui sera notre confident. C'est ça, tu crois, le monde de demain ? Ce sont ta vision ? Souhaitable ou pas, mais déjà, est-ce que... Moi, je pense pas, parce que je pense qu'on va s'emparer de ça et je pense qu'à un moment, les gens vont... Tu sais, il y a aussi une prise de conscience que en fait, c'est tellement mieux d'être ensemble. C'est... moi, les meilleures soirées que je passe, c'est quand on est 6 autour d'une table
il y a 1 ou 2 ou 3 bouteilles de vin, et en fait, personne touche à son téléphone une seule fois de la soirée. Tout le monde sait que ça, en fait, c'est les plus chouettes moments. Et en fait, on se rend compte que c'est ça aussi, faire société. Donc je pense vraiment que les gens vont retrouver la valeur de ça aussi à certains moments. Le truc, c'est que c'est facile de retomber dans autre chose. Et moi, j'ai envie justement qu'on crée une société où ces moments autour d'une table, ça devienne une valeur cardinale de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on a envie de créer en tant que société. Super, écoute, j'ai envie de dire rendez-vous dans 10 ans, en voici comme dirait l'autre. Ouais, écoute, j'espère qu'on se verra avant, mais oui, en tout cas, grand plaisir pour en parler dans 10 ans. Ça marche. Merci à toi, Louis. Merci. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.